vous allez mourir en Mauritanie. Tu peux crever en 2 minutes. Ne surtout pas faire en 4 pattes sur l'autoroute. Et elle a toujours bien roulé? Bon, on n'a pas trop eu l'occasion de rouler avec. Deuxième arrêt, en 400 km, on n'en peut plus. C'est ça qui pue. On est parti de Paris ce matin. Il fait super beau, presque chaud pour un mois de mars. Après seulement quelques kilomètres, on est tombé en panne. Puis après, on est encore tombé en panne. Et puis après, on est encore tombé en panne, jusqu'à ce qu'il y ait une des motos qui prenne feu. Bon alors, c'était pas un véritable incendie, et puis on n'a pas franchement eu de mal à l'éteindre, parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes, et il y a même eu un peu de grêle. On a mis 12 heures pour rejoindre Clermont-Ferrand. Alors on s'est arrêté, et puis on a dormi un peu. Le matin, en se réveillant, on s'est regardé, et on n'était plus vraiment sûr de prendre le bateau. Vous avez connu ces chansons? Bah oui. Oui. On va ici. Oh mon Dieu. It's running. It's running. Arrivé à Barcelone, on s'est rendu compte qu'on avait un jour d'avance. Allez savoir pourquoi, sûrement un peu trop pressé, on n'a jamais pensé à vérifier la date du départ. Le lendemain, on est remonté sur nos motos, on s'est mis en route pour le port afin de prendre un ferry en direction de Nador. A priori, cette traversée devrait durer 24 heures. Direction le port de jour, le pied sur le plancher, jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, tu sais, c'est pas un cadeau. Sei la più bella del mondo, la più bella per me. Et effectivement, ça dure. Ça dure longtemps, très longtemps. Comme il n'y a pas de réseau téléphonique, tout le monde se parle et discute. Dans les couloirs, chacun a sa technique pour faire passer le temps. On se demande ce que l'on est venu faire, où l'on va, et combien de temps on y reste. Le soir venu, on s'est tous réunis autour d'un café pour écouter le show du pianiste que personne ne raterait. C'est le jour J. Le jour du débarquement en Afrique. Le jour où l'aventure va vraiment commencer. Notre idée ? Ce rêve que nous avions depuis longtemps, c'est de faire Paris-Abidjan, en passant par l'Espagne, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et enfin la Côte d'Ivoire. Le défi est de taille, car nous n'avons que 30 jours à consacrer à l'aventure, et les motos sont de vieilles Honda Transalp 600. Achetées 3 fois rien, un mois avant de partir. On n'a même pas vraiment eu le temps de les essayer, pour voir si tout allait bien. Et puis après tout, si on a décidé de faire ce voyage, c'est qu'avec Manu, on adore les situations de galère. Tout a commencé il y a 10 ans, quand on avait à peine 20 ans, et qu'on a décidé de partir de Paris pour rejoindre le lac Baïkal en Russie, juste avec nos petits sacs à dos. Ensuite, on a fait plein de musique ensemble, des concerts partout dans le monde, ce qui nous a permis de développer ce goût pour le voyage. Amis de toujours, ce rêve, on l'a eu ensemble. Cette envie d'ailleurs, cette envie de partir loin, hors des sentiers battus, là où les touristes ne vont pas. L'Afrique, si on a décidé de le faire en moto, c'est que c'est pour nous le meilleur moyen de voyager. Tu rates rien, t'as une vue imprenable à 360 degrés et tu peux aller partout. Ce voyage, on voulait le partager avec vous, de la manière la plus sincère qui soit. Exactement comme nous l'avons vécu. C'est fou, on a du mal à réaliser, mais ça y est, aujourd'hui, c'est le vrai premier jour de l'aventure. Quelques centaines de kilomètres nous attendent pour
passer la nuit à Fès et demain mettre le cap sur Merzouga, les portes du désert. Après tous ces problèmes mécaniques, on peut enfin profiter du voyage. C'est incroyable. Le Maroc offre des paysages à couper le souffle. On passe du Rif et ses plaines verdoyantes au Moyen Atlas pour enfin traverser les sommets enneigés du Haut Atlas, région la plus haute d'Afrique du Nord. C'est indescriptible. Un véritable sentiment de liberté nous envahit. On est tous les deux comme des enfants. Ça fait une semaine qu'on est parti de Paris et le Sahara marocain dévoile enfin ses premières dunes de sable. Quelques kilomètres seulement nous séparent maintenant du plus grand désert du monde. On en a tellement rêvé. Sur les traces du Paris-Dakar, avec nos vieilles Honda, nous voici dans cette majestueuse étendue de sable fin. On a juste le temps d'admirer ce coucher de soleil avant de passer la nuit en bivouac près de Merzouga. Jusque-là, la cuisine marocaine nous a comblés. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. Car c'est le premier jour du Ramadan et nous attaquons une partie beaucoup moins touristique du pays. On est tout le temps au garage. Maintenant je me cale au garage, normalement tu fais ça à l'hôtel, moi je fais ça dans les garages, genre me poser un peu pour regarder mon tel, me laver les dents et tout ça, je fais ça dans les garages quoi maintenant. On a eu un embrayage qui a claqué, le déluge. Là franchement c'est mal barré. Ça va aller? Ça va repartir? Ça va repartir tout ça. Le Ramadan nous mène la vie dure. Heureusement, nous sommes chargés d'olives et de melons, car tous les commerces sont fermés la journée. Ce n'est pas facile de s'adapter à ce rythme. La fatigue commence à se faire sentir. Mais les vues sublimes et le soleil couchant parviennent à nous tenir éveillés. Nous devrions bientôt arriver au Sahara occidental, route qui nous conduira tout droit à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie la plus pénible du voyage, le Sahara occidental. Une route toute droite sur des milliers de kilomètres, fouettée par des tempêtes de vent et de sable. Ce qui nous a même coûté un objectif. D'un côté, l'océan. De l'autre, le désert. On passe l'essentiel de notre temps à doubler des camions et des voitures surchargées comme celle de ces Sénégalais. 9 personnes à bord et un chargement tout aussi impressionnant sur le toit. Alors on se double, on se redouble, on passe le temps et on essaye de s'amuser comme on peut. Vers la fin de la journée, le vent se lève et la route devient plus hostile. On respire du sable en permanence. Le vent nous pousse de côté et les motos avancent de travers. Ça y est, les autorités marocaines nous restituent le drone. Il avait pour l'instant voyagé sous scellé. Nous sommes à la frontière entre Maroc et Mauritanie.
un no man's land, destiné à préserver la paix entre les deux nations. L'endroit est miné de part et d'autre. Autant vous dire qu'il vaut mieux filer droit. Livrés à nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre. D'après le peu d'informations dont nous disposons, la prudence serait de mise sur cette portion de route. Nous ne croisons pas grand monde et naviguons à vue en direction de 2 tours de garde visibles à l'horizon. Un magnifique drapeau confirme notre arrivée. Nous accomplissons alors les formalités de douane et plus qu'intrigués, nous apprêtons à découvrir ce pays. Ça me fait frémir et je rentre dans ma coquille et je sens quelque chose. Vous avez l'accent arabe. Moi, je ne fais pas de copyright. Hein. Si tu vois de ses parents et tu vois sa tête, tu dis il y a un problème. Il y a un problème. T'es prêt toi? Et tu fais le glou-glou et joue de la guitare avec ses pieds. Juste pas de gourmandisme là. Bon allez, on va à table. Ouais, allez, vas-y. Chercher dans sa vie de l'envie. Choisir de partir loin pour mieux aimer. Après avoir passé la nuit chez Emmanuel, un talentueux artiste camerounais, nous sillonnons les rues de Nouakchott à la recherche d'un endroit pour déjeuner. Et en plein ramadan, c'est vraiment loin d'être évident. Le seul endroit que nous trouvons ouvert ne sert que de l'eau. Ces bouteilles, nous allons les retrouver tout au long de notre voyage. Jetées à même le sol et entassées dans des décharges improvisées à la vue de tous. Le plastique pollue notre planète et nous pouvons tous y faire quelque chose. Simplement en diffusant ce message et en réduisant au maximum notre consommation d'objets jetables ou à usage unique. Petit à petit, le bitume disparaît et laisse place à de la terre battue. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres du Sénégal et fonçons à toute allure vers la frontière. Face à l'influence du fleuve, la sécheresse ne parvient plus à dominer. Alors, c'est sans la moindre retenue que la puissance de l'Afrique de l'Ouest s'exprime. Il est près de 18h lorsque nous atteignons le barrage de Diama. La frontière est sur le point de fermer, alors la police mauritanienne en profite et nous mène la vie dure. Afin de couper court aux diverses tractations, nous nous résignons à payer un pourboire. Entre chien et loup, nous pénétrons dans Saint-Louis par ce pont métallique. Malgré la fatigue et toutes ces péripéties, nous n'oublions pas pour autant de célébrer notre arrivée. En reprenant la route de nuit, nous roulons dans une flaque à l'odeur immonde. Alors le lendemain, nous passerons la journée au bord de la piscine afin de laisser cette odeur s'en aller. Et un jour, toi et moi, on pleurait. C'est sûr, je pleurais en premier. Reste près de moi, près de moi, près de moi. Reste près de moi, près de moi. Saint-Louis est l'un des principaux ports de pêche du pays. En arpentant ces ruelles animées, nous comprenons alors que la flaque de la veille n'était rien d'autre que du jus de sardine millésimé. Le poisson, qui abonde encore dans les eaux de la région, est l'un des piliers de l'économie locale. T'es prêt? On va faire quoi? On va chasser des vautours. Je me demande bien ce qu'ils mangent. Un anneau fromage. Des plans bien dark. Le vautour du Sénégal, c'est un oiseau qui vit essentiellement sur les environs de Saint-Louis, entre le parc national des oiseaux de Djibou et Dakar.
Venez, nous allons partir à sa rencontre. Retour à la civilisation. Nous sommes bien arrivés à Dakar. Alors après avoir détourné la pizzeria de l'hôtel et fait quelques lessives, nous prenons un repos bien mérité. On avait prévu de rester quelques jours, mais Dakar n'est pas vraiment reposant. Nous fuyons la ville pour aller trouver le calme à Sali. Sur la route, on passera par le lac Rose. On se fraye un chemin dans les embouteillages de la capitale sénégalaise. De notre côté, on est très content d'être arrivé à la moitié du voyage. Un changement d'ambiance et de paysage aussi. Même si l'on aperçoit encore les restes du désert, le Sénégal marque vraiment la rupture avec le Sahara. La végétation reprend le dessus et il y a plus d'eau, à l'image du lac Rose, qui n'est d'ailleurs pas très rose aujourd'hui. On profite quelques instants du confort afin de reprendre des forces pour la suite. En ce qui concerne la région de Kolda ou la capitale du Fouladou, j'ai la certitude que vous seriez, n'est-ce pas, les bienvenus. Et surtout, attention aux gazelles, attention. Soyez sages, n'est-ce pas, dans ma région. Parce que les gazelles sont sublimes. Après avoir parcouru une partie du Sénégal, nous voici en Gambie. C'est un tout petit pays par sa taille, mais avec une grande histoire. Traversé de tout son long par le fleuve qui porte le même nom, la Gambie nous séduit instantanément, par la profonde gentillesse de ses habitants, leur accueil et la beauté de ce pays. C'est le destin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la caméra? Et oui, la chaleur est étouffante. 47 degrés le jour et 39 la nuit. Mais le point positif, c'est qu'en Gambie, les cours d'eau ne manquent pas pour se rafraîchir. Les tatouages psychédéliques de Manu ont étrangement fait fuir et pleurer tous les enfants d'un village qui se baignait. Une situation assez déroutante sur le moment, mais qui a fini par amuser tout le monde. On a pris une piste, on est arrivé là on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Sandwich au poisson. C'est de la sardine de 100 ans. You want to be a musician? To be a rapper? Ah, voilà. Bonjour, ça va? Ça va, ça va.
Et quand je dis hôtel, c'est parce qu'il y a marqué hôtel sur le truc, mais c'est pas forcément vraiment un hôtel comme tu t'imagines. Tu vas pas en vacances passer 3 jours là-bas. Non, ça s'appelle hôtel, c'est tout. Il y a que le nom. C'est la déprime totale. Bah, vaut mieux dormir dans un village que ici, quoi. Sur le balcon, il y avait des ordures partout. En plus, il y a une espèce de règle ici, une règle anti-gay en fait, où on n'a pas le droit d'être 2 hommes dans la même chambre, même si nous on dit qu'on est frères. On n'a quand même pas le droit d'être dans la même chambre, et on a dû prendre 2 chambres différentes dans ce taudis, donc c'était vraiment pas du tout marrant. C'était juste dégueulasse et pas drôle. Ok, bon là, ils ont lâché l'affaire quoi, ils ont mis un interrupteur. C'est la chaise électrique ici. Il n'y a pas d'eau. Je fais comme ça. Système électrique. Oh putain, ça marche. Parfait, les deux choux là. Brokeback Mountain. Ça commence comme ça finit avec une mise dans le cul. C'est la poubelle. Ok. Allez, au revoir, merci. Ok, bon chance. C'est vrai que ça paraît con à dire comme ça parce que tu te dis ça, tout le monde le sait. Enfin maintenant c'est mondialisé, tout le monde a vu tout et tout ça. Non, en fait c'est pas vrai. Il y a encore des trucs dingues dans certains coins du monde. Des gens qui vivent pas en autarcie, mais qui vivent sur un territoire de 100 mètres carrés. Bienvenue à vous les enfants. Ne faites pas de bruit. L'animal est en train de se nourrir. Il mange de l'herbe. Lassés de suivre nos GPS, on a décidé de se laisser porter par nos instincts. Nous avons suivi une piste pendant une centaine de kilomètres pour tomber nez à nez avec les chutes de Kamba Daga. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. Parmi les choses que nous n'avions pas prévues, il y a eu le ramadan et la saison des pluies. Avec la mousson, les pistes sont impraticables et les routes deviennent très dangereuses, car les véhicules circulants ne sont pas entretenus et adaptent rarement leur vitesse aux conditions. L'Afrique avait été si amicale avec nous, mais avec la fatigue, la chaleur, l'humidité et ces fichus cachets de Malaron, les choses se compliquent. Nous voici en Guinée forestière. C'est la région que nous attendions le plus. Une immense forêt tropicale qui s'étend sur plusieurs pays, dont la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Elle abrite beaucoup d'espèces animales, notamment des lions et des léopards. Le bitume disparaît petit à petit et laisse place à des pistes en terre battue pour notre plus grand bonheur. Une chose est sûre, c'est que les Guinéens sont très polis. Le
long de la route, tous les passants saluent les Toubab. Un surnom qui nous laissait perplexes au début, mais que nous commençons à bien assimiler. Une fois, j'ai laissé la cigarette. Lorsque j'ai décidé de laisser, j'ai laissé pendant 1 an, 2 ans. Mais je faisais que grossir, prendre du poids. Lorsque j'ai recommencé à fumer, j'ai senti que ça ne va pas. J'ai peur quand je marche pour monter sur l'escalier un peu, je suis fatigué, ça n'allait pas. On peut voir la chambre encore, monsieur? On peut voir la chambre ici encore? Bon, tu vas tirer à pile ou face? Bon alors en gros on a 2 choix. On a l'hôtel qui est une espèce de geôle à donc 4,50€ chacun. Le Royal Rossignol. Le Royal Rossignol, bien pourri. Ou alors on a un hôtel un peu plus qualitatif, bien tenu comme on dit ici. Donc voilà, on n'arrive pas à choisir, donc on va tirer à pile ou face. Alors le côté où il y a marqué 200, ce sera l'hôtel bien tenu. Et la partie ghetto de la pièce, ce sera l'hôtel ghetto. Oh putain. Attends, je les vois pas, tu sens pas. C'est la geôle. Là, je fais le poids. Ah, le destin a décidé. Il y a un crapaud là, fais gaffe. Il est quelque part ici. Ok. Il a surgi. Ça sent quoi? La gerbe. On dirait qu'il y a un mec qui a gerbé dessus. Ça donne quoi, chef? La banane. Cela fait plusieurs jours que nous traversons la jungle de la Guinée forestière. Aussi incroyable qu'est cette étape, impossible d'oublier que la fin du voyage approche. Comme s'ils allaient déjà nous manquer, nous ne pouvons nous empêcher d'aller vers les gens, de parler avec eux et d'en apprendre plus sur leur vie. Nous rencontrons Modeste, qui travaille au bord de la route. Il prend le temps de nous expliquer à quel point cette forêt regorge de richesses et nous enseigne les vertus médicinales de certaines de ces plantes. Préserver et transmettre ce patrimoine est pour lui une simple question de bon sens. Ça tourne. Ok. Moi, je suis Modeste Ben Lama. Je viens de Samoy. La Guinée forestière, chaque fois, je peux dire la Guinée forestière est le church, on dit quoi, est l'usine en matière de church, en matière de l'alimentation. Parce que nous, ici, chez nous, on a tout. On a l'huile et on a aussi les petits produits qui pourra nous avancer. Ça peut soigner. C'est pourquoi on a fait tout possible de garder ces herbes-là pour que si tout le monde, chacun a besoin de quelque chose pour pouvoir se soigner, il vient, on peut leur montrer ces produits. Il y a d'autres, on les prépare, on les mange. Oui, il faut 10 mètres. Il nous parle aussi du mont Nimba, un site classé patrimoine mondial en péril. C'est une montagne à la frontière entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Elle abrite en son sein des espèces endémiques, et notamment des grands chimpanzés. Son influence et son aura sont perceptibles tout autour de nous. Cette journée est différente des autres. Bien sûr, nous roulons beaucoup afin d'atteindre la Côte d'Ivoire, mais nous ne sentons plus vraiment la fatigue. Nos sens sont en plein éveil. Alors partout nous faisons de belles rencontres. Je pense que les gens perçoivent que nous sommes au bout d'un long chemin. Ils sont fiers de nous et nous encouragent. Un garage devient un lieu propice aux échanges et nous y recevons même les félicitations du patron. Voilà, mon nom c'est M. Lassini Bamba. Vraiment, je vous félicite beaucoup. Voilà, C'est sur les berges d'un lac que se termine notre journée. Nous y faisons la connaissance de 5 pêcheurs, tous frères. Je m'appelle Zizia Achille, je suis un pêcheur. Tu vois les 2 personnes là-dedans là-bas.
Tu peux fumer là-bas. Voilà mes petits frères, voilà mon grand frère. C'est le travail de l'eau, nous on est des pêcheurs. Ok, donc c'est toute la même famille. C'est toute la même famille. Ok. Yes. Ok, merci beaucoup. La fin est toute proche et nous en sommes presque nostalgiques. Alors, comme pour prolonger l'aventure, nous partons à la découverte des nuits ivoiriennes. Encore des visages, encore des rencontres, mais tout n'est pas si rose. Avec la fatigue, le bruit et surtout les divergences de points de vue, une conversation tourne au vinaigre. Les sujets récurrents tels que l'argent, les religions ou bien encore la guerre restent difficiles à aborder. Heureusement, lorsqu'il s'agit de ramener la bonne humeur, le manager Sarkozy répond toujours présent. Manager Sarkozy, nous sommes au Platinum bien sûr. C'est toi qui dois répondre. Pourquoi vous avez fait ce voyage? Pourquoi j'ai fait ce voyage C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un but pour faire un voyage. On peut dire que Saga Africa c'est une sorte de projet artistique. C'est de l'art. C'est de l'art pour les ploucs. Nous rentrons au petit matin, à deux sur la même moto. Les derniers kilomètres qui nous séparent d'Abidjan seront les plus durs. Sous une pluie battante, nous assistons médusés à une succession d'accidents plus impressionnants les uns que les autres. Et c'est exténué que nous arrivons à bon port. Là, nous célébrons l'accomplissement du voyage dans une station-service. Ça y est, c'est fini. Pire journée, la pire journée. Voilà, c'est terminé. On a vendu les motos et désormais nous roulons en taxi. Dehors, il règne une ambiance de fin du monde. La saison des pluies est déjà bien entamée. Il est temps pour nous de nous en aller, la tête remplie de souvenirs et peut-être même un peu plus riche.